Chapitre 22. L'instance judiciaire. Premier point, le juge d'instruction. Toute procédure judiciaire commence par l'instruction. C'est la phase où on détermine si une infraction a été commise et si on va poursuivre l'auteur. On appelle ça l'information judiciaire. Par exemple, si tu es victime d'une escroquerie et que tu portes plainte, l'instruction permettra de rassembler des preuves pour déterminer si l'escroc doit être jugé. Le juge d'instruction est saisi par un réquisitoire du procureur de la République. En clair, le procureur de la République lui présente ses conclusions et ses demandes, par exemple qu'il soit envoyé en prison. Le boulot du juge d'instruction est alors de rassembler tous les éléments nécessaires pour découvrir la vérité. Il doit chercher des preuves qui établissent la culpabilité de la personne poursuivie, mais aussi des éléments qui peuvent la disculper. Donc en clair, le procureur de la République, il dit « On a attrapé Michel en train de voler dans un magasin, envoyez-le en prison. » Et le juge d'instruction, il va enquêter pour voir si c'est bien Michel qui a commis le vol. L'accusé, donc là Michel, il n'a pas à prouver son innocence. C'est au procureur de la République de démontrer l'infraction, que ce soit dans son élément matériel ou moral. Même les aveux doivent être prouvés. Tant que la preuve n'a pas été apportée et que l'accusé n'a pas été déclaré coupable, il bénéficie de la présomption d'innocence. Pour les contraventions, c'est un peu différent. Une fois les faits constatés, l'élément moral de la faute est présumé. On voit dans le chapitre 13 de l'UE1 du DSCG. La preuve de l'infraction peut se faire par tout moyen. Aveu, constatation matérielle, écrit, témoignage, etc. Par exemple, un témoignage anonyme est possible si la procédure porte sur un crime ou un délit puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement et que le témoin risque gros. Donc imaginons que tu es le témoin d'une fraude dans ton entreprise mais que tu as peur de témoigner parce que ça pourrait te mettre en danger. Tu peux demander à témoigner anonymement si l'infraction est suffisamment grave. Le juge peut interroger, auditionner, confronter, demander des experts, ordonner des écoutes téléphoniques. Et pour les affaires criminelles ou correctionnelles avec une peine qui est supérieure à 2 ans, faire des perquisitions et des saisies. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs à d'autres magistrats ou à un officier de police judiciaire par une commission rogatoire. Imaginons que le juge il a besoin d'interroger quelqu'un dans une autre ville. Eh bien, il peut déléguer cette tâche à un officier de police judiciaire de cette ville. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que tu n'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Point suivant, la mise en examen. La mise en examen, c'est quand le juge informe une personne qu'elle est officiellement suspecte d'avoir participé à une infraction. Cette personne a le droit à un avocat qui peut consulter le dossier. La mise en examen peut aussi s'accompagner d'un contrôle judiciaire, c'est-à-dire que tu restes libre, mais tu as quelques contraintes comme de ne pas quitter le territoire français ou te présenter tous les jours au commissariat par exemple. Si le juge d'instruction ne peut pas placer une personne en détention provisoire, elle peut demander cette mesure au juge des libertés de la détention. La détention provisoire, c'est quand le mis en examen est emprisonné pendant la phase d'instruction du jugement.
La détention provisoire, elle peut durer jusqu'à 3 ans et elle se déduit de la peine définitive. Imagine que tu es mis en examen pour fraude. Si les charges sont suffisamment graves, tu peux être placé en détention provisoire jusqu'à ton jugement. Si tu as fait 3 ans de détention provisoire et que tu es condamné à 5 ans, il te reste plus que 2 ans de prison à faire. Une fois l'instruction terminée, le juge décide de la suite à donner. Si l'infraction n'est pas constituée ou si les charges sont insuffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu. Si l'infraction est constituée et que les charges sont suffisantes, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal compétent ou, pour un crime, une ordonnance de mise en accusation. Point suivant, les différents tribunaux. Si tu commets une infraction, tu vas te retrouver dans l'une des 3 juridictions suivantes. Le tribunal de police pour juger les contraventions, le tribunal correctionnel pour juger les délits et la cour d'assises qui va juger les crimes. Point suivant, les juridictions interrégionales spécialisées. Les juridictions interrégionales spécialisées permettent de traiter les infractions économiques et financières complexes comme le blanchiment d'argent. Si une grande entreprise est impliquée dans une affaire de blanchiment particulièrement compliquée, c'est probablement une de ces juridictions interrégionales spécialisées qui est en charge. Ces juridictions, tu les trouves dans certains tribunaux judiciaires désignés dans des villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Les juridictions interrégionales spécialisées sont composées de magistrats spécialisés capables de traiter des affaires souvent très techniques et longues, comme des fraudes fiscales, du blanchiment ou d'autres infractions liées à la criminalité économique. Grâce à leur expertise, elles permettent un traitement approfondi des dossiers complexes, mais si l'affaire relève d'un crime, elle serait plutôt jugée par une cour d'assises. En clair, pour des affaires de blanchiment d'argent impliquant de grandes entreprises, tu auras affaire à une juridiction spécialisée apte à gérer ce type de contentieux complexe.